ancien notaire est rendu à Québec. Je vais voir ça, moi. J'ai eu l'idée, je dois l'avouer, et c'est né à la suite du congrès de Florence en 1984, où j'avais pu admirer de très jolis manuscrits. Et j'en ai parlé à quelques-uns, et j'ai dit pourquoi, au Canada, au Québec, nous avons des archives notariales extraordinaires. Pourquoi ne pas montrer? Bon, c'est au pavillon Cazot, l'exposition des notaires. Monsieur, allez-vous au pavillon Cazot? Oui, oui, montez. Ouais, c'est pas mal beau. Bonjour, bienvenue. Voici votre catalogue de l'exposition. Merci. Ça commence où? Attendez juste un instant. Je rassemble le groupe et on débute la visite par l'histoire du notariat. Durant les 25 premières années d'existence de la Nouvelle-France, aucun authentique notaire ne s'était installé dans la colonie naissante. Aussi, ce sont des greffiers, des missionnaires, des seigneurs même qui rédigeront les actes témoignant des relations familiales et d'affaires des tout premiers colons. La compétence de ces tabellions était fort inégale et cette situation préoccupa le roi de France qui, en 1647, chargea le Conseil de la Nouvelle-France, composé du gouverneur général, du supérieur des Jésuites et du gouverneur de Montréal, de nommer un secrétaire pouvant agir comme notaire. Comme vous pouvez le voir à la page 27 de votre catalogue, après les premiers tabellions, Guillaume Audouard, dit Saint-Germain, reçut en 1649 la première commission officielle l'autorisant à exercer les fonctions de notaire. Les seigneurs imitèrent le Conseil de la Nouvelle-France et nommèrent des notaires avec juridiction dans le territoire de leur seigneurie. On rencontre alors beaucoup d'incompétence et de négligence. À preuve, ce document, daté du 30 janvier 1685, où le bailli de l'île de Montréal dresse ce procès-verbal de la saisie des documents de l'étude de Claude Maugue, congédié de sa charge de notaire pour avoir été négligent. Par la nomination en 1663 de Jean Gloria, premier notaire royal, le Conseil souverain établissait définitivement son autorité sur l'exercice de la profession. Le document que l'on voit ici est le premier acte dressé par le notaire Jean Gloria en date du 1er octobre 1663. Il s'agit du certificat d'identification de Jacques Guelteau de Champfleury. « 199 notaires, royaux et seigneuriaux exerceront au Canada sous le régime français. La majorité d'entre eux viendront de diverses régions de France, principalement de la province de l'Île-de-France, 35 %, de la Normandie, 18 % et du Poitou, 10 %. 61 notaires seront par ailleurs natifs du Canada. L'institution notariale dut s'adapter au contexte d'une colonie nord-américaine à faible densité de population. Ainsi, Pierre Duquet, premier notaire natif du Canada, sera obligé de devenir itinérant et à occuper, comme d'autres confrères, des fonctions complémentaires diversifiées. Si nous pouvons aujourd'hui contempler la signature originale du gouverneur Frontenac et d'autres personnages de notre histoire, nous le devons à la Déclaration royale de 1717, qui enraya l'éparpillement des actes officiels causés par leur vente aux plus offrants, tel cet acte de vente du 3 mai 1700, des minutes du notaire Pierre Duquet, par ses héritiers à un marchand du nom de Guillaume Gaillard. Le premier tarif des honoraires professionnels des notaires canadiens fut édicté en 1678 par le Conseil souverain comme mesure de protection de l'habitant qui, peu instruit, avait recours au service du notaire sans trop savoir si les honoraires qui allaient lui être réclamés seraient justes et raisonnables.
Transposée sous forme de tableau, l'activité notariale est l'expression d'une colonie comptoir et de son évolution socio-économique qui témoignera d'une croissance notable de l'activité immobilière, du crédit et des actes relatifs à la famille pour la seconde moitié du 17e siècle, correspondant à l'arrivée importante de nouveaux colons sur les rives du Saint-Laurent. Un essor davantage marqué de la croissance démographique et économique se reflètera dans les actes des notaires du 18e siècle. Le silence des armes annonçait la nouvelle réalité. L'élite et les dirigeants français de la colonie cèdent la place aux conquérants et rentrent en France. Les colons francophones et catholiques romains, pour leur part, murmurent leurs inquiétudes en regardant l'anglo-protestant s'installer à la gouverne du pays. L'intendant Vaudreuil retourne à Paris. De nouvelles lois, je te dis. Ça va peut-être bien par nos notaires. Qui va écrire nos ententes, alors? Déjà, dans les mois qui suivent la conquête, les dirigeants militaires britanniques réalisent qu'ils ne pourront de suite remplacer les coutumes et les lois civiles. Ils se contenteront de n'imposer au départ que leur système des tribunaux judiciaires. Ce placard du 17 mai 1761 par le gouverneur de la ville des Trois-Rivières, son Excellence Ralph Burton, interdit sous peine d'amende à quiconque des notaires de dresser des actes. L'institution notariale originant de la coutume de Paris est reconnue pour un temps du moins. Ce n'est que par l'Acte de Québec de 1774, rétablissant définitivement les lois françaises au Bas-Canada, que l'avenir du notariat franco-canadien sera acquis. Entre-temps, le notariat accueille ses premiers Britanniques, et cet agreement intervenu devant le notaire McCarthy est sans doute l'un des tout premiers actes notariés rédigés en langue anglaise. On tourne la page sur un siècle qui venait de voir la colonie française passer sous contrôle britannique. La Renaissance et la montée de l'élite canadienne-française, petite bourgeoise commerçante et professionnelle, étaient encouragées tant par l'essor démographique et le développement du capitalisme commercial que par la tradition politique profondément démocratique de l'Angleterre que la nouvelle métropole tente d'implanter ici. Mais voilà, les représentants locaux du vainqueur acceptent mal que leur propre institution politique favorise l'émergence d'une société francophone solide et au surplus dirigée par des catholiques assujettis au pouvoir de Rome. Aussi, les balbutiements du premier Parlement du Bas-Canada seront-ils couverts par des manœuvres douteuses des dirigeants anglo-saxons du pays. 1808, les politiciens canadiens-français confient la direction de leur nouvelle assemblée législative au tribun populaire Louis-Joseph Papineau. Avec une obstination tout à fait remarquable, Papineau et ses députés tiendront tête au gouverneur et à ses sbires qui, eux, sabotent par tous les moyens l'action démocratique du Parlement. 30 ans plus tard, l'affrontement atteint son paroxysme lorsque Londres tire la responsabilité budgétaire des fonds publics à l'Assemblée des députés. Les discours de Papineau enflammeront les esprits. Cependant, celui-ci invite le peuple à répondre aux injures, aux vols et autres manœuvres vexatoires des Anglais par la résistance passive et le boycottage des produits importés d'Angleterre. Riposte immédiate. Sa tête est mise à prix, ainsi que celle du docteur Jean-Olivier Chénier, autre chef de file canadien-français. Ce dernier, contrairement à Papineau qui s'exile aux États-Unis, prend la tête de groupes de citoyens surnommés patriotes qui s'arment pour lutter contre l'oppresseur anglais. Combat bien inégal. La rébellion rend l'âme à Saint-Denis-sur-Richelieu et à Saint-Eustache par la mort de nombreux patriotes, dont le docteur Chénier. Le vainqueur est implacable. Ses arrestations parmi les chefs survivants de la rébellion sont nombreuses. 18 notaires seront condamnés pour leur participation à l'insurrection. 4 monteront sur l'échafaud. François-Marie Chamilly de Lorigné, Joseph Narcisse Cardinal, Théophile de Coigne et Pierre Duquet, clerc de notaire. Trop chère épouse, enfin cher ami, je suis à la veille de recevoir le prix de mes impertinences. Demain, à l'heure où je t'écris,
mon âme sera devant son Créateur et son Juge. Je ne crains pas ce moment si redoutable. Je suis dégagé de toute affection terrestre, et le seul regret que j'ai en mourant, c'est de te laisser, cher ami, ainsi que 5 pauvres orphelins, dont un encore à naître. Ma chère épouse, je ne puis m'empêcher de profiter des forces que Dieu me laisse ce soir pour t'écrire de nouveau. J'espérais te voir, mais l'heure avancée de la veillée me fait perdre cette espérance. Oh, qu'il m'eût été doux, que la mort m'eût été moins dure si j'eusse pu te presser sur mon sein, te donner le dernier baiser et te faire de vive voix la recommandation que je désire te faire. Mon cher l'évêque, je t'écrirai peu de mots en souvenir de tes bienfaits et de notre amitié. Fatigué, épuisé, je n'ai pas besoin d'excuses. Tu connais ce qui me regarde. Mon cher ami, garde le souvenir de notre amitié. Je pars, mais mon cœur reste avec mes amis, et mon dernier soupir sera pour mon pays qui contient tout ce que j'ai de plus cher. Adieu, mon ami. C'est le seul pays au monde où le droit criminel est entré en force et les cours de justice accessibles à tous. De nombreux citoyens, sans procès, sans le verdict d'un seul corps de jurés, aient perdu la vie et péri sur l'échafaud. Compatriotes infortunés, ils sont tombés victimes innocentes de la haine et des plus mauvaises passions. Ouais. Le désir de maîtriser son destin se retrouve également chez les notaires qui nourriront une volonté ferme de s'organiser. Ainsi, ce sont d'abord les notaires de la région de Québec qui, le 31 juillet 1840, se réunissent à l'Assemblée générale à la résidence de l'honorable Louis Panet, notaire, pour y adopter la première constitution de l'Association des notaires de Québec. 3 chambres des notaires, avec appartenance obligatoire pour tous les notaires des districts de Québec, Trois-Rivières et Montréal, seront ultérieurement établies dans la première loi sur le notariat, adoptée à l'instigation de Joseph Lorrain, premier secrétaire de la Chambre de Québec. Le 24 décembre 1870, une seconde loi réglant un problème aigu de tarifs d'honoraires professionnels viendra fusionner les 3 chambres. L'actuelle Chambre des notaires du Québec est née. Dans l'économie de la colonie naissante, toute la vie gravite autour des cours d'eau. Ceux-ci offrent en effet les seules voies de communication pratiques et rapides. Le canot devient rapidement le véhicule familier pour ceux qui s'aventurent en forêt en quête de gibier à fourrure. La traite des fourrures constitue en effet la principale activité économique de la Nouvelle-France et jusqu'en 1760, le commerce des pelleteries sera la source majeure des conflits entre aventuriers français et britanniques. Au tournant du 18e siècle, les actes des notaires de Montréal, métropole de la fourrure, apparaissent comme de véritables indicateurs de l'évolution de ce premier grand commerce du Canada. Le document 29 que l'on voit en haut à gauche est un contrat d'engagement à titre de voyageur reçu devant le notaire Pierre Panet le 28 mai 1758 et en vertu duquel André Charlebois, habitant de Sainte-Geneviève, s'engage à se rendre en canot à Michilimackinac. Le 27 mai 1701, un marché intervient devant notaire. Détroit sera fondé au nom du roi Louis XIV par Antoine Laumet de Lamotte-Cadillac. Le gibier constituant donc l'objet des premières préoccupations commerciales, il n'est pas étonnant alors que les coutumes de chasse et trappe des Amérindiens soient reprises par l'homme blanc, auquel, évidemment, il leur a apporté le raffinement des armes à poudre. Ces activités rudimentaires ne nécessitant pas d'installation permanente
Elles n'encourageront pas l'immigration définitive dans la colonie, pas plus d'ailleurs que le climat rigoureux et des conditions de traversée pénibles. On devra alors pactiser avec certaines tribus amérindiennes. En échange d'une certaine européanisation, qui illustre l'habillement et l'arme de ce Huron de l'ancienne Norette, ces autochtones deviendront, sans trop en mesurer les conséquences, de loyaux sujets de Sa Majesté, le roi de France. Il est vrai que certains Amérindiens ont de suite affiché un goût affirmé, souvent à l'excès pour l'apparat et les artifices de l'homme blanc français. Ainsi, le haut de forme coiffait ces notables Hurons lors du sacre de leur chef, Robert Sim. Les actes des notaires de l'époque nous confirment l'importance de la vie maritime dans le quotidien de la nouvelle colonie. Ces 3 documents en témoignent. Le premier constate l'engagement d'un matelot par des armateurs canadiens naviguant sur le triangle Antilles-Canada-France, imaginé par l'intendant Talon. Le second confirme l'affrètement de navires de pêche pour un voyage à l'Anse-Saint-Pierre, près de Gaspé, alors que le troisième, daté de septembre 1655, consacre la caution du père Agneau pour le coût du passage de la France au Canada de certaines épouses de colons. Le document numéro 40 constitue le point de départ du cadastre de Montréal, par identification des bornes d'une terre de 40 arpents concédée à Pierre Gadois par le sieur de Maisonneuve. Nous, Paul de Chemédé, écuyer, sieur de Maisonneuve, gouverneur de l'île de Montréal, les terres qu'en dépendent sous-signés, suivant les ordres que nous avons reçus de messieurs les associés pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France, en la dite île de Montréal et seigneurs d'Issel, afin de donner et départir les terres et héritages contenus en la dite île à ceux lesquels auraient affection de s'y établir et y faire leur demeure ordinaire, donnons par la présente concession la quantité de 40 arpents de terre, mesure du pays, savoir 100 perches par arpent. Les seigneurs, les communautés religieuses et autres propriétaires fonciers avaient l'obligation de défricher les terres que le souverain leur concédait. On sait que c'est une activité vraiment rude et fastidieuse. Aussi n'est-il pas étonnant de constater, comme dans ce document, que rapidement, ces bailleurs fonciers exigeront des preneurs de fermes à bail qu'ils déboisent les lots de culture qui leur sont loués. Féodalité encore, ce document daté du 19 septembre 1717 constate une autre décharge d'obligations suzeraines. Ici, ce sont les Sulpiciens, seigneurs de Montréal, qui concèdent leur obligation de bâtir et maintenir un moulin au farinier Pierre Gour. Ce dernier devenait créancier de l'obligation des censitaires d'aller y faire moudre leurs grains. L'étude du notaire est vraiment le lieu où se concluent les affaires importantes de l'époque. Ce moulin à vent de Grondines, propriété des religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, en est un exemple. Il a été érigé selon un marché de construction signé par le maître charpentier Pierre Mercereau devant le notaire Romain Becquet le 19 septembre 1674. Les greffes des notaires regorgent d'informations sur l'avoir matériel des habitants de la Nouvelle-France. Les inventaires sont particulièrement précis et détaillés pour outils, instruments et objets qui n'étaient pas en bois, résultant sans doute de la pénurie de métal. En exemple, ce tombereau, véhicule utilitaire rare et coûteux au début de la colonie, apparaît dès 1673 dans l'inventaire des biens de Jeanne Mance, se trouvant dans l'hôpital général de Montréal. À l'instar des ruraux européens, les colons canadiens travailleront la terre à force de bras, utilisant pelle et bêche pour labourer. Dans un inventaire des personnes, marchandises et animaux expédiés de France dans la colonie en 1619, on trouve la mention de 24 bêches pour labour, ce qui témoigne de l'importance de cet instrument. Issu d'une famille de marchands célèbres, Ignace Gamelin aurait été sans doute l'homme d'affaires d'origine canadienne le plus important du 18e siècle. Avec François Paulin, sieur de Francheville et d'autres gens influents, il fonda la Société d'exploitation des forges de Saint-Maurice. Réorganisée après le décès du sieur de Francheville, grâce à un prêt consenti par le roi, et constatée par cette obligation reçue devant le notaire Pinguet de Vaucourt le 30 octobre 1637, la société fera néanmoins faillite, victime de mauvaise gestion et de dissensions entre les actionnaires. Créancier impayé, le roi devra reprendre l'affaire. Les intérêts d'Ignace Gamelin dans ses navires de haute mer et les commerces de gros et détail de Montréal ne seront pas touchés. Son influence survivra même à la conquête, puisqu'en 1760,
Il sera nommé juge par les Anglais, confirmant ainsi que la richesse transcende les régimes et les nationalités. Le début du 18e siècle marque le départ des grands travaux de voies de communication et de transport visant à briser l'isolement d'une population de faible densité éparpillée le long des rives du Saint-Laurent. Parmi les ouvrages requis, de nombreux ponts devront être jetés sur une multitude de rivières et de ruisseaux. Le document 54 que l'on voit ici est un marché de construction avec plan intervenu devant le notaire Barthélemy Joliette le 6 février 1818, par lequel les commissaires des communications intérieures du comté de Leinster retiennent les services du maître charpentier François Gigon pour construire un pont sur la rivière l'Assomption. Du canot à la calèche, l'ouverture des routes terrestres favorisera un autre moyen de communication, le service postal. C'est en 1721 que débutera la construction du chemin du Roi sur la rive nord du Saint-Laurent. Ces travaux, qui seront parachevés 16 ans plus tard, permettront à Jacques Plamondon de Sainte-Anne-de-la-Pérade d'engager le voiturier Michel Gauvin de Québec pour assurer le service postal entre ces deux agglomérations. Fin du 18e siècle. Le commerce des fourrures plafonne et l'agriculture n'a pas encore franchi l'étape de la simple subsistance. C'est donc de la forêt que proviendra la matière première qui assurera le développement économique du Bas-Canada. Dès la fin du 18e siècle, les camps de bûcherons se multiplient un peu partout au Québec et procurent du travail aux colons pendant l'hiver. Le commerce du bois connaîtra une progression constante pendant tout le 19e siècle, suite à la demande croissante des colonies de l'Empire et de l'Angleterre elle-même pour ces chantiers navals. Les cours d'eau du Bas-Canada vont devenir de véritables déversoirs de bois qui achemineront les billots rassemblés en trains de bois vers les scieries. Le document que nous voyons ici est un contrat d'engagement reçu devant le notaire Louis Lozeau le 22 juin 1768 par lequel 3 cageux conduiront un train de bois à Québec. L'abandon par l'Angleterre en 1842 de sa politique impériale d'achat préférentiel du bois au Canada poussera celui-ci à regarder vers l'intérieur du continent pour développer un nouveau marché. Ainsi, la revitalisation de la route du Saint-Laurent devient essentielle à l'essor des échanges commerciaux. L'aménagement de la voie maritime du Saint-Laurent, par la construction des canaux, était rendu nécessaire pour répondre aux besoins de la navigation à vapeur et pour éviter les rapides de la Chine. Commencée au cours des années 1830, la première canalisation du Saint-Laurent sera achevée en 1848 et permettra aux navires de communiquer de Montréal au Grand Lac sans passer par le canal Rideau et l'Outaouais. Et on dirait bien que c'est l'emplacement du pont Victoria. En 1818, un groupe d'hommes d'affaires fonde la Compagnie du Canal de la Chine pour réaliser le creusage et l'aménagement d'une voie navigable entre l'amont et l'aval des rapides de la Chine. Aux prises avec des difficultés de tous ordres, l'ouvrage est repris en 1821 par le gouvernement du Bas-Canada et en 1825, le canal est ouvert à la circulation maritime. Rapidement, la capacité du canal est dépassée et le gouvernement en entreprend l'élargissement. Il faut donc exproprier certaines terres riveraines, ce qui provoque les protestations de plusieurs propriétaires. Ce plan détaillé des travaux d'élargissement du canal de la Chine a été annexé à un acte d'offre et soumission par Sa Majesté la Reine à Benjamin Brewster, l'un des propriétaires récalcitrants. Cette minute du notaire Théodore Benjamin Doucet, datée du 10 octobre 1856, a conservé pour la postérité cet événement de la petite histoire du canal de la Chine. Comme Ignace Gamelin et quelques autres, le notaire Barthélemy Joliette allait appartenir à cette race trop peu nombreuse à l'époque d'entrepreneurs bâtisseurs canadiens-français de grande envergure. Après avoir épousé la seigneuresse de la Naudière,
Il va monter une exploitation de bois d'œuvre grâce aux ressources de la seigneurie de son épouse. Après avoir initié et encouragé la création d'une infrastructure industrielle et de transport dans la région de l'Assomption-Lanaudière, le notaire Joliette lance en 1848 les travaux de construction de sa plus vaste entreprise, le chemin à rail de l'industrie du Saint-Laurent, joignant les villes aujourd'hui connues sous les noms de Joliette et Repentigny. Importé d'Angleterre le 21 juillet 1836 pour l'ouverture du premier chemin de fer du Canada, la première locomotive du pays, surnommée Dorchester, allait devenir en 1849 propriété de la compagnie du notaire Joliette. Voici l'inventaire après décès des biens de Jacques Cartier, commerçant de détail de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui accumula une fortune colossale pour l'époque en s'intéressant au commerce du blé. Les magasins généraux tels que celui de Cartier seront dans les villages le lieu de rencontre où l'avenir incertain des Canadiens français dans cette société dont la transformation économique leur échappe sera plus d'une fois discutée. Absents du grand commerce, c'est par leur présence dans le petit commerce de détail que les Canadiens francophones prendront place dans le développement du capitalisme commercial et affirmeront leur emprise sur la distribution des produits de consommation à l'extérieur de Montréal. Nul étonnement donc de retrouver l'authentique richesse commerciale canadienne-française chez les ruraux et semi-ruraux, là où l'accroissement démographique francophone est phénoménal dans un monde aux règles difficilement saisissables par l'anglais. Jacques Cartier, grand-père de Sir Georges-Étienne Cartier, qui sera premier ministre du Canada uni et un des pères de la Confédération canadienne, sera de cette petite bourgeoisie canadienne-française typique. L'inventaire de ses biens totalisera 1 demi-million de livres lors de son décès survenu en 1814. C'est bien pour dire. Le commerce a toujours été bien payant. Les mariés ont toujours été bien belles. Le notaire a toujours été là pour les grandes étapes de la vie des familles, et le mariage est l'une de ces étapes. Peu de couples, en effet, s'unissaient sans avoir passé un contrat de mariage chez le notaire. C'est également chez le notaire que la famille achète sa maison, contracte ses emprunts, que le père consigne la donation de sa terre à son fils et que les dispositions testamentaires sont rédigées et conservées avec soin. Tiens, le contrat de mariage de Louis-Joseph Papineau. Et c'est pas croyable de voir ça sous nos yeux, l'original que Mesdames, Papineau a messieurs, signé. Vous pouvez voir ici le contrat de mariage du fameux Louis-Joseph Papineau, signé avec son épouse, Julie Bruneau, devant le notaire Félix Tétu. Est-ce que tous ceux qui se mariaient signaient un contrat de mariage? Tous les futurs mariés, ou presque, consultaient un notaire avant de se présenter à l'église pour officialiser leur union. Ceux qui ne voulaient pas être tenus au partage de leurs biens selon la coutume de Paris, ou encore, si des donations importantes étaient effectuées par les parents des futurs époux, alors le notaire était appelé à dresser un contrat de mariage que les parties signaient parfois en grande pompe devant parents et amis réunis dans le salon. C'est sans doute avec beaucoup de panache que Marie-Anne Serré, fille d'un riche franco-américain de l'Illinois, épousa le notaire Pierre-Louis Panet, après avoir, bien entendu, signé le 4 août 1781 un contrat de mariage dûment notarié. Un mariage entre personnes de famille aisée, d'après ce que je peux voir. Oui, justement. Chez les élites des professions libérales, plusieurs unions ont été suscitées par des liens professionnels ou d'affaires. La famille Globinski illustre de façon éclatante ce principe. Ici, le contrat de mariage intervenu entre Alexandre Lacoste, avocat et futur juge en chef de la Cour d'appel du Bas-Canada, et Marie-Louise Globinski, de la célèbre famille de la seigneurie d'Émile-Île. L'esprit de famille emporte aussi celui de la sauvegarde du patrimoine.
Les chefs de famille, pour garder le patrimoine intact, prévoiront, par donation, la relève familiale et l'assurance d'une certaine sécurité pour leurs vieux jours. La carence des institutions publiques est, dit-on, à la source de cette solidarité des familles. Elle explique sans doute que le 30 mars 1655, une convention assez originale fut conclue devant notaire entre les habitants de Ville-Marie et le chirurgien Étienne Bouchard, en vertu de laquelle ce dernier s'engage à les soigner de certaines maladies, moyennant un forfait annuel. À noter que Paul de Chomédé est l'un des signataires de ce premier contrat d'assurance maladie. Vous êtes arrivé au module de cette exposition le plus révélateur de l'ingéniosité dont ont fait preuve les premières générations d'habitants pour s'ajuster aux difficiles conditions de vie du nouveau pays. L'évolution de l'habitat nous démontre en effet comment les ancêtres ont su, sans la renier, adapter la tradition architecturale européenne au rude climat d'ici. Ce marché de charpente conclu devant notaire en décembre 1683 est l'un des milliers de contrats de construction notariés dont la lecture nous permet de retracer cette adaptation dans le choix des matériaux et des normes de construction. Contrairement à la maison européenne faite en maçonnerie, celle de l'habitant canadien était surtout bâtie en bois. Ce choix s'explique par la pauvreté du colon qui tirait avantage de l'abondante disponibilité du bois produit par le défrichement des terres. La maison de type normand s'est répandue surtout dans la région de Québec. Cette résidence de l'île d'Orléans en témoigne. Alors que le style breton a dominé dans la région montréalaise, tel qu'en fait foi cette maison de ferme de Saint-Elzéar, ville de Laval. Par ailleurs, l'arrivée des loyalistes anglais à la toute fin du 18e siècle allait marquer l'architecture dans l'Estrie et le centre-ouest de Montréal. Pourquoi présenter ces dessins d'outils? Plusieurs outils pour travailler le bois, comme cette plane ou couteau à deux mains, ont été mis au point par des artisans d'ici. La raison est simple. Le bois n'ayant pas à cette époque en France une grande utilisation dans la construction des bâtiments, il a fallu que ces outils soient ni plus ni moins inventés, en s'inspirant souvent d'outils existants. Ont été inventés les outils qui sont ici dans le présentoir? Les charpentiers ont été sans doute les créateurs de la scie à refendre qui figure ici en haut et des deux scies à débiter le bois de coffrage que l'on voit à droite, alors que des maçons ont mis au point le niveau de maçonnerie apparaissant à gauche. Il est important de rappeler que le bâtiment d'habitation n'est pas l'œuvre d'architectes. Aux premières heures de la Nouvelle-France, la maison sera l'œuvre de l'habitant lui-même et par la suite, celle des maîtres maçons et charpentiers. L'examen des milliers de contrats passés devant notaire constitue une preuve indiscutable que la maison ancestrale du Québec ancien est le fruit d'une longue tradition artisanale. Même importance des artisans dans la construction des édifices publics. À preuve, ce marché intervenu entre le maître charpentier Joseph Latour et les syndics de la paroisse de Saint-Olivier de Rouville devant le notaire Jean-Baptiste Grisé le 12 mars 1786 pour la charpente de l'église. Également l'œuvre de maître artisan, l'architecture domiciliaire dans les villes délaissera le bois pour la pierre, qui fut imposée à la fin du XVIIe siècle par diverses ordonnances sur la sécurité en matière d'incendie. Ce plan qui tient compte de ces nouvelles normes est celui de l'une des plus vieilles maisons de Montréal. Il a été reproduit sur l'original même du contrat de marché de maçonnerie conclu devant le notaire Basset le 22 février 1672. Montréal, qui revêt l'allure d'un grand bourg fortifié jusqu'en 1830, va devoir s'ajuster à sa nouvelle vocation de ville portuaire, marchande et industrielle.
Ce contrat de construction, comme bien d'autres, témoigne de la modification de l'architecture tant civile que commerciale pour s'ajuster aux changements socio-économiques d'une métropole naissante. C'est aussi dans les villes que l'influence anglaise en matière d'architecture se manifestera d'abord. La construction de la maison de la Douane, place Royale à Montréal, entre 1836 et 1839 par le Britannique John Austal en est un parfait exemple. Le contrat de construction a été reçu devant le notaire Arnoldi en juin 1836. Mais moi, la culture, ça m'a toujours semblé bien compliqué de l'expliquer. Alors, ce rapport entre les notaires et la culture, ça me paraît pas évident. Bien, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ici, les notaires nous renseignent sur ce que nos ancêtres ont aimé, ont créé, comment ils s'instruisaient, comment ils paraient à la maladie, qu'est-ce qu'ils lisaient, quels étaient leurs rapports avec la religion, bref, comment ils vivaient. Tiens, une ceinture fléchée. Hey, ça, c'est bien nous autres. Hey, ça me rappelle la petite école chez les frères, hein? Voici le contrat par lequel Mlle Jeanne Lebert créa une fondation pour l'enseignement des jeunes filles pauvres. Au début du 17e siècle, il n'y avait pas d'école dans les campagnes. Alors, le curé et le notaire dispensaient l'instruction. Parmi les quelques rares érudits de l'époque, on comptait le notaire Pierre Rimbaud, qui fit ses études en France et dont l'inventaire des biens de sa succession, que l'on voit ici, révélait une collection impressionnante d'ouvrages et de traités, dont 15 sur la religion et la botanique et 12 classiques grecs. François-Xavier Garneau, qui est-ce? François-Xavier Garneau est le notaire le plus connu pour ses œuvres littéraires. On voit ici son brevet de cléricature et des manuscrits. Né à Québec en 1809, François-Xavier Garneau a fait ses études de droit en cléricature pendant 5 ans chez le notaire Archibald Campbell. Commis notaire en 1830, Maître Garneau exerça sa profession à temps partiel, si j'ose dire, car il consacra beaucoup de temps au journalisme, à la traduction, à la poésie et surtout à l'histoire. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands auteurs canadiens-français du 19e siècle. Mais pourquoi une cléricature de 5 ans? À l'époque, il n'y avait pas encore d'université ici, car au lendemain de la conquête anglaise, le collège des Jésuites fut fermé et le projet de création d'une université mis au rencard. Alors Garneau, comme bien d'autres jeunes, a dû faire un stage d'apprentissage chez un homme de profession déjà en fonction. Un autre notaire illustre, Barthélemy Joliette, fait ici donation au clergé de biens mobiliers et immobiliers pour la création d'un collège à Joliette. Dans l'acte, le notaire Joliette décrit les matières qui devront y être enseignées. C'est le début des cours classiques. « 50 ans après la conquête, la Société canadienne-française se reconstitue une élite laïque. Elle appartient au cercle des professionnels et est responsable des premiers balbutiements d'une littérature canadienne. Le Fantasque, journal politique célèbre, est fondé en 1837 et s'intéresse particulièrement à la littérature et à l'histoire.
À l'époque, les gens de lettres étaient aussi très politisés. La terre paternelle du notaire Patrice Trullier, dit Lacombe, raconte l'histoire d'une donation entre vifs parents-enfants chez une famille de paysans. Près de 70% des auteurs littéraires de la première moitié du 19e siècle sont des juristes, notaires ou avocats. C'est sans doute ce qui explique l'engagement politique de ces écrivains. Hey, c'est pas croyable. Je viens de voir des promesses électorales notariées faites dans Warwick en 1796. Ici, un protêt notarié du 12 octobre 1782 pour créances impayées par le général Benedict Arnold prouve que des troupes américaines ont séjourné à Montréal à l'hiver de 1775-76. Et ici, un accord pour la garde d'une fille naturelle. Là, une ordonnance de l'intendant punissant de mort les mères célibataires qui laissent périr leur enfant. Et enfin, un état notarié des médicaments et soins du chirurgien Pierre de Roger. Ces actes à la tournure et aux phrasés drôlatiques sont néanmoins imprégnés de la mentalité du Québec ancien, familial et religieux. Ce contrat de vente pour l'Église Notre-Dame de Québec témoigne de l'importance des lieux du culte qui fournissent bien souvent les seules occasions de regroupement communautaire. Mais jusqu'à quel point ce peuple était-il animé d'un esprit religieux? Il est encore trop tôt pour le dire, car l'étude des actes notariés portant sur la religion ne fait que débuter. Toutefois, les principes religieux n'ont pas entravé la vente par acte notarié de cet esclave noir par nul autre que l'avocat notaire Pierre Panet à un nommé Philippe Loubet. En ces temps comme aujourd'hui, la mort vient mettre un terme à des vies bien remplies. Les greffes de notaires regorgent de testaments, qui, comme celui de Jeanne Mance, que le notaire Basset nous a conservé, prolongent au-delà du trépas l'action des testateurs par des donations à l'œuvre qu'ils ont créée ou soutenues de leur vivant. Voilà, c'est ici que se termine l'exposition. Ça m'a fait réellement plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci bien, monsieur. La magie de la technologie me permet de revenir pour voir ce qu'est devenu ce Canada français dont mes confrères et moi avons minutieusement ordonné la conservation et le développement de son patrimoine. Je constate qu'aujourd'hui, la profession notariale est toujours aussi présente dans la vie quotidienne de chez nous. Alors, je peux retourner en paix dans l'histoire.